Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des œuvres que je considère être comme les piliers cinématographiques de la fantasy et pourquoi je les considère ainsi. Alors petit disclaimer, cette réflexion se veut objective, mais il est possible qu'il y ait un biais dans ma réflexion, car parmi les 5 œuvres dont je vais vous parler, les 4 piliers de la fantasy et une mention honorable, ce sont tous des œuvres que j'adore énormément et dont je connais les univers à la perfection. Donc sans plus attendre, je vais vous parler du tout premier, qui est la trilogie originelle de Star Wars réalisée par George Lucas entre 1977 et 1983. Alors, je vais être assez expéditif sur ces œuvres parce que d'une part, je n'ai pas connu le phénomène à sa sortie, j'ai découvert la trilogie en 1998 et j'ai simplement adoré, et d'une autre part, ça va être la seule parmi les œuvres dont je vais vous parler qui n'est pas une adaptation. Mais ce que je trouve intéressant avec Star Wars, qui est aujourd'hui l'univers de fantasy le plus massif qui a pris naissance au cinéma, c'est la capacité de la fantasy à émerveiller. Et c'est vrai que personne ne pouvait savoir ou prévoir que Star Wars allait être un tel phénomène. Même George Lucas ne pouvait comprendre comment ces fictions, comment ces œuvres pouvaient créer autant de passion chez ses spectateurs. Et donc, vu que personne ne sait vraiment ni comment ni pourquoi Star Wars a marché, il n'y a pas eu réellement un grand engouement autour de la fantasy. D'un autre côté, Star Wars c'est de la space fantasy, de la space opéra, c'est quelque chose qui n'est pas forcément assimilé automatiquement à des œuvres de fantasy beaucoup plus classiques telles que du Tolkien. Et surtout, entre 1980 et 2000, les grandes licences qu'on va voir émerger, ça va être des Aliens, ça va être des Indiana Jones, ça va être des Jurassic Park, des thématiques qui ne sont pas forcément liées à la fantasy. Mais avec le succès de Jurassic Park et la qualité de ses effets spéciaux, un certain Peter Jackson va se dire à partir des années 1995 que le cinéma est peut-être prêt à réaliser de la fantasy. Et on va passer tout de suite donc au deuxième pilier de la fantasy, qui est la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson entre 2001 et 2003, adaptée des romans de Tolkien. Donc quand Peter Jackson commence son projet d'adapter le Seigneur des Anneaux à partir des années 1995, pas beaucoup de personnes croient en ce projet. Il est d'ailleurs abandonné par Miramax Films, dirigé par les horribles frères Weinstein, je sais pas comment on dit. Parce qu'initialement, Miramax Films avait prévu 2 films pour le Seigneur des Anneaux. Et lorsqu'ils ont vu que le projet allait être très long et extrêmement coûteux, ils ont proposé à Peter Jackson de faire un film. Et quand je vous dis un film, c'est plutôt un film d'horreur. Les idées proposées à Peter Jackson sont par exemple de faire du Gondor et du Rohan le même pays, de faire d'Éowyn la sœur de Boromir, d'abandonner des scènes comme Bree ou le gouffre de Helm, et même de supprimer le personnage de Saruman. Peter Jackson refuse et il va quand même pas mal galérer à trouver un nouveau studio de production qui va accepter de tourner et de financer Le Seigneur des Anneaux. Jusqu'à ce que New Line Cinema accepte et propose même à Peter Jackson de faire une trilogie, étant donné que les livres de Tolkien sont une trilogie. Et c'est une histoire que je trouve très intéressante parce que quand on connaît aujourd'hui les chefs-d'œuvre qu'a réalisé Peter Jackson, c'est quand même assez flippant de se dire que ça a failli jamais voir le jour. Et pour cause, à l'époque, la fantasy, c'est quand même un projet qui est peu rentable et qui est hyper risqué. Et là, Peter Jackson va nous faire une adaptation incroyable, un chef-d'œuvre d'adaptation. Encore une fois, c'est mes œuvres que je préfère, donc je suis peut-être hyper biaisé, mais ce qu'a fait Peter Jackson en adaptation, c'était du génie. Donc la priorité de Peter Jackson, c'est de faire une petite trilogie de 9 heures où tu ne vas qu'à l'essentiel. Et l'essentiel du Seigneur des Anneaux, c'est une communauté de héros qui veulent détruire un anneau au Mordor et vont combattre Sauron dans les pays du Rohan et du Gondor. C'est minimaliste, mais encore une fois, c'est 9 heures. Et pour créer cette immersion, ce qui est la réelle préoccupation de Peter Jackson, il y a certains passages de Tolkien qui va être sacrifiés. Le fait de privilégier des personnages comme Arwen au détriment de Glorfindel, le fait d'abandonner le personnage de Tom Bombadil qui aurait juste embrouillé les spectateurs. Tom Bombadil, on parle quand même d'un personnage qui, encore aujourd'hui chez les fans de Tolkien, suscite des débats. Donc ça aurait complètement perdu les spectateurs. Ou par exemple aussi le fait de supprimer la fin du Seigneur des Anneaux, où normalement, après le conflit avec Sauron dans les livres, il y a un conflit en comté entre les Hobbits et les forces de Saruman. Ce que Peter Jackson trouvait un peu anticlimatique de faire un conflit en comté après avoir fait 9 heures de film où on se battait contre Sauron. Donc ça n'a pas été intégré. Et dans la réalisation de Peter Jackson, il y a quelque chose qui va être très intéressant dans le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues. Si Peter Jackson, pour faire sa trilogie, a dû se focaliser sur l'essentiel du Seigneur des Anneaux, l'intérêt des versions longues, c'est permettre, à travers toutes les scènes qui ne sont pas des combats supplémentaires, de étoffer l'univers de Tolkien, de nous permettre d'avoir des axes de réflexion sur l'univers de Tolkien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça que j'ai découvert Tolkien. Les elfes vont au Havre Gris pour se rendre à Valinor, je prends mes livres de Tolkien pour comprendre ce qui se passe. Aragorn est un descendant de Numénor et a 87 ans, je prends mes bouquins de Tolkien pour savoir c'est quoi Numénor. L'anneau de Barahir, ça doit être un anneau de pouvoir? Pas du tout. Du coup, je prends encore une fois les livres de Tolkien pour savoir ce qui se passe. Et à l'époque, Internet n'était pas vraiment démocratisé, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Tolkien. Et c'est la richesse des versions longues. J'avais un ami cinéphile qui se lançait pour la première fois dans le visionnage de la trilogie de Peter Jackson, et il a commencé directement par la version longue. Et toutes les critiques qui me ramenaient sur certaines longueurs qu'il avait senties dans le film, à chaque fois c'était des passages de version longue.
Et pour moi, l'erreur qu'il a commis, et c'est l'erreur, je pense, qu'il ne faut pas commettre quand tu veux regarder Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est que les versions longues, c'est pas un director's cut. C'est pas quelque chose que tu dois visionner. Même moi, qui suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux, je ne conseille à personne de regarder les versions longues en premier. Ce que tu dois faire, c'est regarder la trilogie en version courte. Si tu as aimé, regarder la trilogie en version longue. Si tu as aimé, tu prends les livres de Tolkien et tu les lis. Et si tu as aimé, tu reprends les livres de Tolkien et tu les relis. Et c'est comme ça que tu vas découvrir l'univers de Tolkien. Et lorsque je racontais ça à un ami, il m'a un peu challengé en me disant « Est-ce que vraiment les versions longues où on entend Sylve faire des poèmes, c'est vraiment quelque chose qui te fait des ouvertures sur l'univers de Tolkien ?» Come back to me and say my name is best. Alors tous les fans de Tolkien ont un petit sourire, oui, parce que si vous n'arrivez pas par quelconque miracle à trouver vos ouvrages du Seigneur des Anneaux dans vos bibliothèques ou vos librairies au rayon fantasy, cherchez au recueil de poèmes. Tolkien adorait ça et en mettait partout. Et une autre chose, pour Sylvebarbe et les Ents, il y a beaucoup de passages qui sont liés à la nature, qui est une thématique importante de Tolkien, qui a dû être sacrifiée dans les films parce qu'on a voulu justement ne pas mettre Tom Bombadil pour ne pas embrouiller les spectateurs. Donc les Ents vont à eux seuls devoir porter toute l'importance autour de la nature qui était assez centrale dans les œuvres de Tolkien. Mais à côté de ça, pour moi, la seule erreur de ces adaptations et la seule critique que je pourrais faire des adaptations de Peter Jackson, c'est je pense qu'il n'aurait pas dû mettre le sort de Saruman dans les versions longues du Retour du Roi. Je pense que ça aurait été plus pertinent de le mettre directement dans les versions courtes, même si le film dure déjà 3h20. Mais pour moi, c'est quelque chose que je trouve dommage pour l'expérience des personnes qui ne veulent pas forcément s'expandre aux versions longues et aux livres, de ne pas avoir dans les versions courtes le destin de Saruman. Mais à présent, je vais revenir avec vous sur les raisons qui font que je considère une œuvre comme étant un pilier cinématographique de la fantasy. Et si on peut facilement accorder ça à Star Wars pour le phénomène qu'il a été à sa sortie et pour le fait que ce soit la plus grande licence de fantasy qui prend naissance au cinéma, pour Le Seigneur des Anneaux et les deux œuvres dont je vais vous parler après, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'adaptation. Et pour moi, ce qui est vraiment important et primordial dans une adaptation, au-delà de la qualité de l'œuvre originale, c'est une adaptation sur mesure au cinéma ou en série. Mais il y a une autre notion que je trouve extrêmement importante et qui est une notion qui m'a guidé dans toute ma vie artistique, mais globalement dans ma vie en général, c'est une notion qui a été développée par le psychologue Simon Sinek en 2009. Et je vais donc vous parler du cercle d'or ou du Golden Circle. Donc il existe trois composantes à ce cercle. Il y a d'abord le pourquoi, qui est finalement l'âme du produit ou de l'œuvre, la raison d'existence de ce produit ou de l'œuvre, le comment, les moyens mis en place pour réaliser l'œuvre ou le produit, et enfin le quoi, c'est le produit ou le film en général. Il faut savoir que Simon Sinek, dans son TED Talk que je vous mets dans la description, parlait principalement des entreprises et comment les entreprises, comme Apple par exemple, mettaient au centre de leur production et de leur communication le pourquoi, c'est-à-dire l'âme du produit, pourquoi il existe. Et la conclusion qui est assez pertinente et que j'essaye d'appliquer à la fantaisie et à l'art en général, c'est la conclusion suivante: les gens n'achètent pas un produit pour ce qu'il est, mais pourquoi vous le faites. Et je trouve que dans l'art, c'est la même chose. Et c'est ce que je vais essayer de développer. Et quand on va prendre finalement les œuvres de Peter Jackson, on va essayer de voir le processus de création par lequel il est passé. Et ce que je vais appeler familièrement le bon sens de création. Donc le sens de création de Peter Jackson, et ce qui est conseillé par Simon Sinek, c'est toujours de partir du pourquoi pour finir sur le quoi. Et c'est quelque chose qui est très important. Si vous voyez le processus de création de Peter Jackson, c'est nous sommes en 1995, Jurassic Park est un grand succès, les effets spéciaux sont impressionnants, donc peut-être qu'il est temps et qu'il est possible d'adapter Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Comment, qui est extrêmement important, c'est là où on a une adaptation sur mesure, comment je fais pour adapter de la meilleure manière Tolkien. Donc je me focalise sur 9 heures extrêmement simplistes, 9 heures où on va juste parler de la guerre de l'anneau, de la destruction de l'anneau, et je vais faire une version longue de 11 heures qui permet d'étendre vers Tolkien. Mais même les versions longues, si vous voulez lire Tolkien, Le Seigneur des Anneaux ne suffit pas. Il faut après lire Tolkien, ce sont des ouvertures, tu ne vas jamais condenser Tolkien dans 10, 20, 30, 40 heures de film. Et enfin, on a le quoi, qui est le résultat. Et le résultat, c'est une trilogie qui est un masterpiece, qui est vraiment des chefs-d'œuvre et qui a été récompensée, en tout cas pour le Retour du Roi, par 11 Oscars. Et face au succès du Seigneur des Anneaux, il va y avoir quelque chose qui se passe souvent quand tu as une œuvre qui est aussi impactante, il va y avoir des contrefaçons. Et là, je vais vous parler de la trilogie du Hobbit réalisée par Peter Jackson. Petit disclaimer,
Je vais souvent utiliser dans cette chaîne des termes tels que contrefaçon ou fanfiction, qui sont quand même des propos qui sont assez péjoratifs, qui ont quand même une connotation négative. Le but est vraiment de pointer du doigt un processus de création. Pour ma part, les 3 films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sont constamment dans mon top 3 de mes films préférés, mais la trilogie du Hobbit est toujours dans mon top 10. J'adore cette trilogie et je considère, peut-être de manière un peu biaisée, que si le Seigneur des Anneaux n'existait pas, le Hobbit serait la meilleure trilogie de fantasy, simplement parce qu'elle copie le Seigneur des Anneaux. Contrairement au Seigneur des Anneaux qui part du pourquoi, qui part de l'âme du projet, le Hobbit, lui, va prendre naissance directement dans le succès du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on fait, le Hobbit? Pourquoi? Parce que le Seigneur des Anneaux a marché. Comment on va réaliser le Hobbit? On va le réaliser comme le Seigneur des Anneaux. On va faire une trilogie et puis une version longue. Et c'est le problème, pour adapter le Hobbit, tu ne fais pas du tout une adaptation sur mesure. Le Seigneur des Anneaux est pertinent parce que c'est une trilogie qui est adaptée en trilogie et les versions longues te permettent d'explorer l'univers de Tolkien. Le problème du Hobbit, c'est que déjà la trilogie est une version longue. Et la version longue du Hobbit, moi encore une fois, c'est toujours le biais que j'ai, plus il y a de Tolkien, plus il y a de Seigneur des Anneaux, plus je suis content. Mais il est force de constater que la trilogie du Hobbit, les versions longues ne sont pas nécessaires, ne sont pas vraiment pertinentes. C'est plus de Hobbit, tant mieux pour ceux qui aiment, mais c'est pas la même chose. Et donc tu existes dans l'ombre du Seigneur des Anneaux. Tu fais le Hobbit parce que le Seigneur des Anneaux a marché, tu adaptes de la même manière que le Seigneur des Anneaux parce que le Seigneur des Anneaux a marché, et tu arrives maintenant, le problème de ce sens de création, sur le pourquoi. Pourquoi tu crées le Hobbit? Et là, vous allez tous le sentir, vous le savez tous, vous l'avez tous à la bouche, l'argent. Et c'est quelque chose où je vais faire une petite précision. Aucune œuvre de fiction ne recherche pas l'argent et le succès. Le Hobbit ne veut pas plus l'argent que le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux n'est pas un film qui a été fait de manière bénévole. Toute œuvre dans l'industrie du cinéma qu'on connaît veulent faire de l'argent, veulent avoir du succès. Le Hobbit ne veut pas plus d'argent que d'autres films. Tout comme dans la fantasy, la cohérence est indispensable pour maintenir la suspension d'incrédulité, dans les films c'est pareil en fait. Évidemment, tout film est une œuvre artistique, mais c'est également un produit. Et la manière dont il va être développé, la manière dont ça va être géré, ça va faire qu'on va sentir plus ou moins le côté artistique mis en avant, ou le côté financier. Quand on voit le processus et le bon sens de création du Seigneur des Anneaux, on voit un projet, on voit une âme, on voit une idée d'adapter de la meilleure des manières l'univers de Tolkien au cinéma. Lorsqu'on voit le Hobbit, on voit finalement des films qui reposent seulement sur la puissance de ta licence, et qui ne cherche pas à innover artistiquement ou à se plonger vraiment sur la préoccupation principale. Nous avons un livre qui est le Hobbit, comment l'adapter de la meilleure des manières au cinéma. Et c'est ça que je reproche finalement au Hobbit ou aux contrefaçons en général. La fantaisie, si vous ne voulez pas faire une adaptation sur mesure, vous vous tirez une balle dans le pied. Pour la simple et bonne raison que ce que nous a appris Star Wars en 1977, c'est que le moteur de la fantaisie, ce qui fait que son œuvre de fantaisie va être un truc incroyable, c'est l'émerveillement. Et le Hobbit a pu émerveiller plein de jeunes qui ne connaissaient pas le Seigneur des Anneaux ou qui ont découvert le Hobbit en premier, mais ils n'arriveront jamais à émerveiller une nouvelle fois les gens qui ont été complètement estomaqués par la qualité du Seigneur des Anneaux en 2001 ou en 2003. Et donc avant de continuer sur la deuxième partie de cette vidéo, je voulais parler de la mention honorable et je vais vous parler des adaptations d'Harry Potter. Il faut savoir que les adaptations d'Harry Potter, c'est sorti à peu près en même temps que Les Seigneurs des Anneaux, et ça a eu un succès colossal. Mais pour moi, les adaptations d'Harry Potter, même si elles sont d'une immense qualité, et j'adore chacun de ces films, elles ont pour moi un problème qui m'empêche de les mettre dans les piliers cinématographiques de la fantasy. Ce que je reproche finalement aux adaptations, même si elles sont de grande qualité, c'est le fait de ne pas avoir fait une adaptation sur mesure. Harry Potter, on a 2h30 de film pour le film 1, et le film 6. Le problème, c'est que les livres 1, 2, 3 sont 2 fois plus petits que les livres 4, 5, 6. Et c'est ce que je trouve assez dommage, c'est qu'à partir du 4, donc, on a complètement délaissé toute la vie scolaire d'Harry Potter et de ses amis pour se focaliser sur l'intrigue principale. Et je trouve que c'est ce qui est un peu dommage. Alors, je ne pense pas que faire des parties 1, partie 2 dès le film 4 aurait été un succès. Je ne pense pas que ça aurait été la bonne manière de le faire. Mais pour moi, c'est ce que je trouve toujours un peu dommage. Parce que la vie scolaire est ce qui fait que les livres d'Harry Potter sont aussi bons. Tu suis une aventure qui est une intrigue de fantasy et à côté de ça, tu as la vie scolaire d'un étudiant qui est dans une école de magie. Et c'est ce qui fait que Harry Potter est une des plus grandes œuvres de fantasy. Et cet aspect-là, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant à partir du tome 4. Encore une fois, ce sont des très bons films, des très bonnes adaptations. Si les fans en colère d'Harry Potter me disent que c'est un scandale de ne pas les mettre dans les piliers de la fantasy cinématographique, rassurez-vous, je suis facilement convaincable. Pourquoi je parle de deuxième partie? Parce que pour moi, Star Wars et le Seigneur des Anneaux, c'est un peu des pionniers. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont permis de montrer en avant que la fantasy, ça peut marcher au cinéma. Et là, on va arriver pour moi sur des œuvres qui ont révolutionné le genre. Donc je vais vous parler avant tout du MCU, du Marvel Cinematic Universe,
qui a été adapté entre 2008 et 2019. Je vais en parler que jusqu'à Endgame. Il faut savoir que sur cette chaîne, il y aura un calendrier un peu particulier qui est le mien, qui est que pour moi, il existe un avant Endgame et un après Endgame. C'est comme ça que je me repère, on va dire, dans la fiction. Et je vais préciser ça une dernière fois, promis, je sais que Marvel n'est pas vraiment de la fantasy, mais étant donné que je suis fan de comics, de jeux vidéo et de fantasy depuis mon enfance, et que c'est un peu la trilogie du geek, je trouve que c'est assez pertinent d'en parler. Et l'impact surtout qu'a eu le MCU sur justement l'univers de super-héros. Alors je vais prendre une position qui va peut-être m'attirer beaucoup de foudre, mais je considère que les films du MCU de 2008 à 2019 sont des super films de super-héros. Je ne considère pas que ce soit des très bonnes adaptations de comics. Et je n'ai pas envie que c'en soit. Pour moi, les jeux vidéo Spider-Man sur PlayStation sont une meilleure adaptation de comics que les films. Le Spider-Verse avec Miles Morales est une adaptation artistique incroyable qui fait honneur aux comics. Ou même la série X-Men 97 qui est simplement une tuerie. To me, my X-Men. Pour moi, c'est ces œuvres-là qui vont être les plus proches d'une adaptation assez fidèle aux comics. Mais pour moi, le MCU n'est pas vraiment les œuvres qui veulent adapter au mieux les comics. Leur but, c'est de faire des très bons films de super-héros, et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années et des années. Et pour expliquer ça, pour expliquer mon raisonnement, je vais vous parler finalement du commencement du MCU. Et pour ça, il faut comprendre que le MCU, quand il prend naissance en 2008, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux et Star Wars qui sort au milieu de nulle part. Marvel au cinéma, c'est pas si mauvais que ça. T'as la licence des X-Men, t'as la licence de Spider-Man. Moi, j'ai jamais trop aimé la trilogie avec Tobey Maguire, j'ai préféré même les 4 Fantastiques sortis en 2005. Mais Marvel au cinéma, c'est pas du tout mauvais ce qu'ils proposent. Et pour moi, quelque chose qui va être le succès du MCU, ça va être finalement l'échec de X-Men 3 et de Spider-Man 3. Et je vais vous parler donc de la sortie d'X-Men 3 pour le fan d'X-Men que j'étais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la licence X-Men, c'est encore aujourd'hui la licence que je préfère dans l'univers Marvel. X-Men 1 a été un très bon film, j'ai adoré X-Men 2, mais surtout cette licence m'a fait plonger dans les spéciales Strange de mon père pour découvrir l'univers Marvel. Alors lorsque X-Men 3 sort, la hype, elle est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les promesses d'X-Men 3 sont hyper alléchantes. On te dit qu'en plus des personnages que tu connais, on sait que Malicia et Iceberg vont rejoindre officiellement les X-Men, on sait qu'il y aura Colossus, on sait qu'il y aura Kitty, on sait qu'il y aura le Fauve, qui va rejoindre aussi les X-Men. Du côté des méchants, on a le Fléau qui vient aider Magneto, et on a quand même le Phénix Noir au milieu de tout ça, avec d'autres intrigues comme le remède des mutants, avec aussi le personnage d'Angel. Quand on voit ça sur le papier, c'est la hype monstrueuse. On voit 10 X-Men, 10 personnages X-Men, des antagonistes, plein d'intrigues, et on parle de même le fait que Diablo ne sera pas parmi le cast d'X-Men 3. Et on va voir X-Men 3. Et X-Men 3, c'est un bon film. Moi j'aime bien X-Men 3. C'est un bon film, c'est le seul film X-Men qui au moins essaie de mettre un peu Tornade en avant, ce qui est quand même sympa. Mais en fait, c'est pas du tout à la hauteur des espérances. Et pour moi, c'est pas quelque chose genre le film a échoué ou ils ont pas su. C'est juste que l'idée de base était mauvaise. Et il faut savoir que quand tu crées de la fantasy, surtout au cinéma, tu veux toujours aller plus haut, tu veux toujours faire plus, et c'est normal. Mais le problème, c'est que même si tu me proposes 10 héros, tu n'as toujours que 2h30 pour raconter l'histoire. Et finalement, même si j'adore chacun des héros X-Men, ça ne m'intéresse pas de les voir en figurant, ou de voir même certains personnages comme Malicia et Cyclope dans X-Men 3 devenir finalement plus des caméos que des personnages. Et Spider-Man va se planter pareil, à essayer de faire plein d'intrigues en même temps. Et c'est pour ça que je dis que le MCU n'a pas pour vocation d'être la meilleure adaptation de comics. Le MCU, le pourquoi, l'âme de leur projet, ça a été comment on crée un crossover cinématographique incroyable. Tu me présentes Hulk, Thor, Cap et Iron Man dans un seul film de 2h30, ça ne marchera pas. Donc l'idée du MCU, qui est très simple, c'est qu'on va faire des personnages, on va faire des films avec moins de grosse ambition, même si Iron Man est un succès colossal, mais juste un film qui va présenter le héros. Et l'objectif, c'est en 2012 de faire Avengers. Et Avengers est un succès colossal parce que les gens connaissent déjà les héros avant de suivre le crossover. Le MCU, l'adaptation sur mesure qu'ils ont fait, c'est des films individuels avec des héros et les rassembler dans un film qui est événement. Et c'est comme ça que le MCU, Marvel Cinematic Universe, a eu un tel succès. Il faut savoir qu'on va voir beaucoup finalement de contrefaçons, que ce soit le DCU, donc l'univers de DC, qui est les rivaux de Marvel qui ont essayé de faire la même chose et qui n'a pas marché, parce qu'elles évoluent comme le Hobbit pour le Seigneur des Anneaux dans l'ombre de Marvel. Et je pense que DC, si tu réfléchis aujourd'hui dans les dernières décennies, à part le MCU et quelques films X-Men, quels ont été les plus grands films de super-héros qui sont sortis, beaucoup de personnes vont penser à la trilogie de Nolan.
Et la trilogie de Nolan permet justement d'avoir une approche différente du monde du super-héros, d'un film de super-héros, et je pense que le DCU aurait dû plus s'attarder sur cette forme de réalisation que d'essayer de copier le MCU, parce que c'était voué à l'échec. Encore une fois, pas à l'échec, moi les films je les trouve bons, je passe un très bon moment dessus, mais tu n'arriveras jamais à égaler Marvel, parce que tu es une contrefaçon, parce que tu existes dans l'ombre de tes concurrents. Et ça, c'est voué à l'échec. Et donc, pour vous parler de l'impact du MCU sur le monde des comics et le monde des super-héros, je vais vous parler d'une petite anecdote. Quand j'étais au collège, j'achetais mes comics. Il faut savoir que ce soit comics, fantasy ou jeux vidéo, c'était pas quelque chose de populaire, c'était pas forcément quelque chose de bien vu. Donc ces hobbies, je les gardais pour ma sphère privée. Et dans le public, quand j'étais avec mes copains, on parlait de foot, on parlait de filles, on parlait des sujets. Ouais, c'était très cliché, mais on a tous eu 13-14 ans. Donc, je suis en train d'acheter mes comics et 3 de mes copains me surprennent en train d'acheter mes comics. Donc, ils vont me taquiner gentiment. Encore une fois, c'était pas bien méchant. C'était du genre, oh regarde, tu lis des dessins animés. Finalement, ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous montrer la BD que j'achetais. Et là, mes 3 copains de 13-14 ans me disent, c'est qui ce personnage? Est-ce que vous imaginez maintenant, aujourd'hui, en 2025, 3 gamins de 13-14 ans qui ne savent pas qui est Iron Man? Et c'était là où on en était. Les gens ne distinguaient pas Marvel, ne distinguaient pas DC, ils étaient complètement perdus. Le monde de super-héros était quelque chose qui était vraiment très peu mis en avant. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène quand même assez important. Et je trouve que c'est important de voir l'impact finalement du MCU sur la culture geek et même sur les comics en général. Et donc le dernier pilier de la fantasy dont je voulais vous parler, c'est évidemment Game of Thrones, la série sortie entre 2011 et 2019, adaptée des œuvres de George Martin. Moi j'ai découvert assez tard Game of Thrones, je crois que j'ai découvert après la saison 3, où vraiment le Red Wedding a fait énormément parler. Et donc évidemment tout le monde s'intéresse à cette série, c'est là où je pense qu'elle a été la plus populaire. Et quand j'ai découvert les 4 premières saisons de Game of Thrones, qui sont quand même des chefs-d'œuvre incroyables, j'ai été tout de suite hyper fan. Et je me suis plongé dans les livres de George Martin, qui sont pour moi, avec Harry Potter et avec Le Seigneur des Anneaux, donc l'univers de Tolkien, des œuvres qui sont vraiment exceptionnel. Mais quelque chose qui a été assez étrange pour un fan de fantasy tel que j'étais, je commençais déjà à écrire de la fantasy à cette époque-là, c'est le phénomène qui était Game of Thrones. Pendant la période de Game of Thrones, la fantasy était à la mode. Je voyais des personnes qui s'excusaient de ne pas avoir vu la série, qui était quelque chose que je trouvais complètement lunaire, mais ça a été quelque chose qui était un phénomène hyper étrange, presque malaisant de voir les gens être aussi fans de fantasy. Et pour vous expliquer ça, je vous fais une dernière petite anecdote. Je suis psychologue, j'ai un diplôme en psychologie. Et pendant que je révisais des partiels pendant mes études, l'épisode final de la saison 5 se diffusait le soir même. C'est-à-dire qu'à 3h du matin française, le dernier épisode de la saison 5 de Game of Thrones sortait. Et moi, à 8h, j'avais mes examens qui commençaient. Donc il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas vraiment les partiels, ou ceux qui savent pas l'ambiance des partiels, tout le monde est un peu à cran. C'est pas le moment le plus fun de l'année. Et il y a une pratique qui est assez rigolote, qui est pas vraiment logique, mais qui est très répandue, c'est que toutes les personnes vont se lever, notre examen est à 8h, à 7h du mat, on allume le groupe Facebook de la promo pour voir finalement si on a bien révisé la bonne matière, tu vois, ou si on n'a pas oublié une grosse partie qu'il faut réviser absolument. Chose qui ne sert complètement à rien, parce que ton examen, de toute façon, il est dans 1 heure, mais tout le monde le fait, c'est inconscient, c'est le stress qui parle. Et là, ce matin, tout le monde ouvre le groupe Facebook pour voir une de nos collègues poster en majuscule « Oh, ils ont pas osé. Repose en paix, Lord Commander. » Bon, après avoir déchiffré non sans mal ce post, les gens n'étaient pas contents. Mais alors, vraiment pas contents. Pour ma part, je lisais les livres et j'ai toujours bien aimé les partiels, donc ça allait, mais je vous raconte pas l'ambiance de merde. Donc, quelques jours se passent, je vois l'épisode et je vois ma camarade qui a spoilé. Et je me décide, tiens, si moi, l'écrivain de fantasy, n'a pas eu l'idée de regarder le dernier épisode avant ses partiels et que elle l'a fait, elle doit être une immense fan de Game of Thrones. Ça va être une discussion intéressante. Qu'est-ce que j'ai été déçu. C'est même pas qu'elle ne connaissait pas les livres, parce que pour moi, je suis vraiment pas du genre à dire pour être fan, il faut avoir lu les livres. Tu peux être un grand fan de Game of Thrones en ayant juste apprécié la série, mais elle ne connaissait même pas la série. Et en fin de compte, ce qui l'intéressait dans Game of Thrones, c'était le nombre de j'aime, le nombre de posts, le nombre de réactions finalement à son post qu'elle avait envoyé le matin même. Et pour moi, c'était quelque chose, encore une fois, de complètement lunaire. On vivait dans un monde où la fantasy était la hype absolue. Alors, il faut préciser, la plupart des gens pensent qu'aujourd'hui, la fantasy, c'est hyper hype, c'est hyper connu. C'est faux. C'est faux. La fantasy, c'est encore hyper niche.
C'est pas parce que Game of Thrones a permis de quand même mettre en avant la fantasy que les gens aiment particulièrement ce style. Game of Thrones est adapté en série et ça marche extrêmement bien parce que c'est une série qui a beaucoup d'intrigues politiques, mais pour ma part, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, la série n'est pas la meilleure chose pour adapter de la fantasy. Et aujourd'hui, l'impact de Game of Thrones, vraiment, c'est que pour la plupart des gens qui ne consommaient jamais de fantasy, grâce à Game of Thrones, maintenant ça leur va tous les ans de regarder un Witcher, de regarder un Anneau de pouvoir, et c'est vraiment l'impact de Game of Thrones, ce qui est un bon impact, mais ça n'a pas révolutionné la fantasy au point où tout le monde veut faire de la fantasy, où tout le monde adore la fantasy. C'est quelque chose que j'aimerais préciser. Oh, et petite anecdote, pour ma camarade qui a spoilé, elle a raté ses partiels, elle a redoublé, puis elle a été virée. Donc la morale de cette histoire, ne spoilez pas. Ne spoilez pas parce que si vous arrive des pépins après, les gens vont être beaucoup moins compatissants avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre quels sont selon vous les piliers cinématographiques de la fantasy. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est à bientôt, prenez soin de vous, ciao. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.